Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest mother on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 364. Aujourd'hui, on parle sport de combat en général, avec un débat qui risque d'être animé et qui peut provoquer des avis et des réactions très tranchées. On va se demander si on peut ou si on doit avoir des regrets par rapport aux carrières de deux noms, de deux grosses stars du MMA en France. Saladin Parnasse et Cédric Doumbé. Alors, ont-ils fait les bons choix de carrière? Auraient-ils dû se concentrer sur un objectif UFC? De nombreuses questions se posent et Baba, le pilier du RMC Fighter Club, va tenter d'y répondre. En tout cas, je suis sûr qu'il a un point de vue bien tranché. Salut Baba. Ouais, salut Charles, salut Anto. Bah écoute, c'est un sujet important, je trouve. Ça va permettre aussi de raconter une histoire du MMA français, une histoire de la perception du MMA dans son ensemble. Ça va être intéressant comme discussion. Ça va être intéressant. Toi, pas de regret d'avoir signé chez RMC Sport, c'est bon? Non, ça va, non, tout va bien. J'ai rencontré des gens sympas, donc rien que pour ça va. C'est bon, cool. T'as montré du doigt Anthony Serpini qui est en face, membre de la rédaction RMC Sport. J'espère que tu regrettes pas non plus d'être chez RMC Sport. Mais retourne au moins le compliment à Baba, il va te faire un compliment. Non, que de belles rencontres à RMC Sport, de bons binômes, de bons tridômes. Non, il y a plein de choses à dire dans ce podcast, donc on est prêt. Alors, est-ce que Saladin Parnasse, le pur produit du MMA français, devenu double champion du KSW, et Cédric Doumbé, star du kickboxing, désormais combattant star du PFL, auraient-ils dû faire des choix différents pour leur carrière? C'est parti pour le RMC Fighter Club. Pour commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que si vous voulez nous suivre dans nos podcasts pour recevoir des alertes, par exemple, à chaque nouvel épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes. Et pour ceux qui nous écoutent, nous regardent sur YouTube, eh bien commentez, likez, donnez vos avis. Ça donne toujours de la force et ça aide à avancer. Avant de partir sur les cas particuliers des deux combattants, on va d'abord lier Parnasse et Doumbé pour planter le décor de cette émission. Déjà, il faut préciser qu'il s'agit de deux des plus grosses stars du MMA en France. Mais Baba, il s'agit aussi de deux de nos plus gros talents. C'est vrai, il faut le préciser. Et c'est bien pour ça qu'on a voulu en parler. Parce que justement, quand on met le talent et popularité, généralement, ce qu'on peut ambitionner, c'est plutôt un chemin vers l'UFC. Et ça n'a pas été le cas de ces deux-là. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui a généré beaucoup de frustration et c'est aussi pourquoi on fait cette émission aujourd'hui. C'est important, je trouve, de tacler ces sujets, de pas s'éloigner de ce genre de débat, parce que ça crée une frustration pour les fans de voir de si gros talents français qui pourraient très bien briller au plus haut niveau à l'UFC ne pas y être. Et voilà, c'est le résultat de certains choix, c'est le résultat de certaines circonstances. En tout cas, tu peux pas nier le fait que c'est à la fois deux gros talents qui travaillent en plus. C'est pas comme si c'était juste des talents qui se reposaient. C'est deux gros talents et deux gros bosseurs. Et deux des meilleurs combattants tout court. Tout sport de combat confondu en France qu'on ait pu avoir. Anto, c'est vrai que c'est difficile d'avoir le pouls de ce que pense la majorité. Ici, nous, chez RMC, ce à quoi on peut se fier, à part nos avis, c'est aussi les commentaires sur les posts et les vidéos qu'on peut voir en fonction de ce qui est publié. C'est vrai que souvent, moi j'ai le sentiment en tout cas que leurs performances à l'un et à l'autre vont être dévaluées parce que, entre guillemets, tout le monde va se dire ils auraient pu viser plus haut. Bah c'est ça, si on regarde tous les commentaires que nous recevons sur nos publications ou même sur tous les autres réseaux sociaux et autres médias, c'est oui, ok, ils sont tous d'accord pour dire ils sont forts, ils sont très haut dans le classement des meilleurs combattants français comme le dit Baba, ils ont le niveau de l'UFC, pourtant ils y sont pas. Et c'est souvent donc les fans qui disent bah ouais mais les gars vous voulez affronter le meilleur, bah allez à l'UFC. Ils sont bien placés pour expliquer que c'est pas aussi facile que ça. On réexpliquera dans le podcast qu'il y a eu des possibilités pour certains qui n'ont pas pu se concrétiser. Et bah en fait, le regret vient aussi des fans de leurs envies, certains professionnels aussi qui ont envie de voir ces combattants performer au plus haut niveau. C'est vrai que Baba, on est clairement, juste faut le redire, on est sur deux choix, que ce soit pour Doumbé, pour Parnasse. Ils avaient l'occasion de pouvoir le faire, ça s'est concrétisé même un peu plus formellement pour Doumbé à un moment, finalement il n'y est pas allé, mais c'est vraiment deux choix qu'ils ont fait l'un et l'autre, de plutôt s'orienter vers d'autres organisations plutôt que d'aller à l'UFC. Ouais, ce sont des choix qui ont été conscients, faits par tous les deux et par leur management, même si les circonstances sont très différentes pour tous les deux, puisque comme tu l'as dit, Cédric lui
avait, je sais pas si on peut dire signé, mais en tout cas, il a fait partie du roster à un court moment de l'UFC. Maintenant, il y a eu un problème, je crois que c'était d'ordre médical, quelque chose dans le genre. On va en parler, mais il y avait eu 2 problèmes qui s'étaient liés. Qui a fait que derrière, il y a une autre opportunité qui s'est présentée à lui. Et vu ce qu'il a fait de cette opportunité avec le PFL, tu peux pas dire qu'il a eu tort. En tout cas, en termes de retombées, derrière, je suis désolé, je vais avoir du mal à dire qu'il a eu tort. Ouais. Maintenant, pour Saladin, c'est différent. Il est venu ici avec Hatch à l'époque de la signature. On l'avait reçu avec Herbie, à qui on passe un grand bonjour. Expliquer, on sait, il n'y a pas de mystère là-dedans. On sait que financièrement parlant, pour reprendre le parrain, il y avait une offre qu'il était trop difficile de refuser d'un côté, et de l'autre côté, une offre qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer d'un Parnasse. Alors justement, on va se concentrer sur Saladin Parnasse, surnommé le prodige du MMA français, 27 ans, il en aura 28 en décembre prochain, déjà 10 ans de carrière pro en MMA avec des débuts au 100% fight, l'organisation de son mentor et entraîneur Stéphane Hatch. Dès 2018, il signe au KSW où il a depuis disputé 15 combats pour 13 victoires et 2 défaites. Parnasse est double champion dans l'orga polonaise et il a échoué contre Bartoszynski pour tenter d'y prendre une 3e ceinture. Dernier fait d'armes, sa victoire pour ses débuts en boxe anglaise il y a quelques jours contre Franck Petitjean. Baba, là où la plupart des combattants de cette génération, finalement, ils viennent d'autres disciplines. Ce qu'il faut déjà préciser pour Saladin Parnasse, qui peut aussi donner une vision d'ensemble un petit peu différente à tout ça, c'est que lui, c'est le premier pur produit du MMA français qui a réussi à faire une carrière aussi importante. La plupart des autres mecs, par exemple Cyril Gane, qui venait du pied-point, bien lui, il est un petit peu plus âgé, mais en l'occurrence, il venait d'une autre discipline. C'est le cas pour quasiment tout le monde. Lui, c'est le pur produit du MMA français. Ouais, la plupart, même les Français qu'il a affrontés, lui, en montant dans sa carrière, des William Gomis, des Morgan Charrière, venaient d'une discipline en particulier, une discipline un peu plus classique, le sanda, le judo et compagnie, puis ensuite ils se sont tournés vers le MMA. Moi, c'est un bébé MMA, j'appelle ça les bébés MMA. Saladin, c'est peut-être le premier bébé MMA mainstream qu'on a en France, qui a réussi à faire de ce sport son gagne-pain tout court, j'allais dire principal, mais tout court en fait. Et puis en plus, au niveau auquel il le pratique, c'est juste exceptionnel. Donc c'est vrai que de voir un combattant comme celui-là, c'était motif d'espoir. On se disait, on tient notre espèce de GSP, version français, et qui va aller à l'UFC tout casser, parce que il fait du MMA depuis toujours. Il n'a pas ce truc de se dire, à chaque fois qu'on a eu un Français à l'UFC, on avait une petite astérisque à côté, tu vois. C'est un striker, on se demande comment il va faire contre les lutteurs, ou plutôt, elle c'est une grappleuse, donc comment... Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'avais pas cette interrogation-là avec Saladin Parnasse. La seule interrogation, c'est quand est-ce qu'il va affronter un top, s'il rentre à l'UFC, et à quel moment il va les monter en l'air. Toi, c'est le même type de question que tu te poses, du coup, quand est-ce qu'il va monter en l'air? Il y a un parcours express aussi, parce que double champion déjà au KSW à 25 ans, ce qui est théoriquement assez impossible à faire à l'UFC. Par exemple, Conor McGregor, le premier qui l'a fait, était plus âgé que ça. Ouais. Et puis depuis, je pense qu'ils étaient quasiment tous plus vieux. C'est Rudo, Cormier, donc là-dessus, il n'y a pas trop de questions. C'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu forcément faire à l'UFC. Et du coup, tu as les mêmes questions, les mêmes sentiments par rapport à la montée en puissance de Parnasse depuis qu'il a commencé, c'est-à-dire de se dire, lui serait capable de taper quasiment tout le monde. C'est ça, Saladin Parnasse, depuis qu'il a commencé, c'était le plus gros prospect français. On l'a bien vendu ici, le Kylian Mbappé du MMA. Il n'a jamais aimé ce surnom, mais c'est peut-être l'une des meilleures l'une des meilleures façons de le présenter. C'est ça, et je pense que ça lui a servi. Parce que des gens qui n'ont jamais vu une seule image du KSW va dire, ah, c'est le Kylian Mbappé du MMA français. Oui, bien sûr, il y a certains éléments de langage de toute façon qui te permettent d'attraper du plus grand public, et c'est bien d'avoir une occasion de le dire là tout de suite. Je suis pas fan non plus du tout de ces appellations-là, mais quand tu veux faire en sorte qu'un sport ait une exposition médiatique plus importante, oui, tu vas utiliser des éléments de langage comme celui-ci. Mais plus que lui tout seul, Saladin, c'est que et dans le MMA européen et dans les MMA mondial, c'est qu'il y a plusieurs prospects de son niveau qui sont montés en même temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de ces fantasy fights, Losene Keita, Paul Hughes, Ousmane Nurmagomedov, Saladin Parnasse, tous ces mecs-là, ils ont à peu près le même âge. Ouais. Ils ont 26, 27, 28, 29 ans, et aujourd'hui tu veux qu'ils s'affrontent, et ils s'affrontent, il n'y en a aucun qui a l'UFC à part Losene Keita, mais Ousmane et Paul Hughes se sont rencontrés, et c'est ça qu'on veut voir. On a vu 2 confrontations de ces 2 mecs-là, on a vu que c'était un très très gros niveau, et on veut voir Saladin Parnasse contre ces mecs-là, et même contre plus fort à l'UFC. Alors en juin 2024, je crois, c'était l'année dernière, Parnasse il officialise qu'il a signé au KSW. Et alors à ce moment-là, il est venu donc en parler, c'est vrai, chez Herbie et toi à l'époque
Baba et RMC Fighter Club, on parle de plus de 500 000 euros par combat. Donc on doit être entre 5 et 600 000 euros par combat au KSW. Parnasse et Hatch précisent bien que c'est ce qui va mettre en fait à l'abri Saladin Parnasse. Ça, c'est la communication aussi assumée à ce moment-là. Ouais. Est-ce que quand on a le niveau de Salah, quand on a les ambitions qui continuent à afficher quand même en disant je vais être le meilleur combattant du monde, je sais que je peux battre tout le monde, etc. Est-ce que déjà la com elle était bonne à ce moment-là pour toi de dire en gros on y va pour l'oseille, c'est pour ça qu'on est là, et est-ce que quand même c'était le bon choix à faire à l'époque? Alors au niveau de la com, moi je trouve que j'ai toujours trouvé que c'était un exercice où tu ne peux que très rarement gagner. Donc je fais jamais grand cas de ça parce que ils sont venus en disant les choses avec sincérité. Hein. On le répète tout le temps, c'est du prize fighting, on vient pour chercher le prix. Ce prix-là, on nous l'a donné de façon assez, j'allais dire inespérée ou inattendue. En tout cas, c'est pas de là que tu t'attendais à ce que ces sommes viennent. Même si quand tu regardes l'historique du KSW, tu as eu des Mamed Khalidov notamment et des Pudzianowski qui ont eu des sommes bien plus importantes que ce que Parnasse gagne aujourd'hui. Et s'il avait dit l'inverse, s'il avait dit que moi, le challenge sportif m'intéresse, KSW plus qu'autre chose, tu sais très bien ce qui se serait dit derrière. Comment ça? Et c'est ce qui se dit aujourd'hui, hein, que tu bats des plombiers, des pompiers, tous les corps de métiers artisanaux. Et d'ailleurs, arrêtez de manquer de respect à ces métiers. Putain. Non, mais c'est vrai. À un moment, je te jure. donc, sur l'exercice de communication, pour moi, tu peux pas gagner quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est bien qu'il soit venu ici le faire. Moi, je trouve que c'est cool. Ceci étant dit, y a des attentes qui sont légitimes et logiques du public français. Ça, je leur en voudrais jamais au public français, aux gens que nous on rencontre, parce qu'on les voit tout le temps, toi, moi, toi, c'est des gens à qui on parle systématiquement, et c'est de la frustration qu'ils vont exprimer. C'est pas autre chose, tu vois. Maintenant, elle va s'exprimer de la mauvaise manière. Tu vas être péjoratif, tu vas critiquer, tu vas insulter, parce que tu es tellement investi dans la carrière de ce gars-là que quand t'as pas ce que tu veux, quand tu dois pas affronter les meilleurs, parce que moi, à titre personnel, par exemple, je pense qu'il est au-dessus d'un Ousmane Nurmagomedov ou d'un Paul Hughes. Voilà, on est d'accord. C'est la vie de Baba, vous en faites ce que vous voulez. Mais donc, même moi, je suis frustré en tant que fan, Charles. Même moi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je voudrais voir ces combats-là. Mais en même temps, et là, c'est vraiment hyper personnel ce que je vais te dire, mais Saladin Parnasse, c'est un mec qui a grandi à Aubervilliers, j'ai grandi à Saint-Ouen, donc il y a le pont qui nous sépare. Je sais c'est quoi la vie à Aubervilliers, je sais c'est quoi la vie à Saint-Ouen. Quand il y a un de ces gars-là qui peut atteindre un rêve, tous ses objectifs et ses rêves de vie avec ce contrat-là, je suis content pour lui. Non mais autant le faire. Qui aujourd'hui, mais dans la rédac ou dehors, on peut aller demander dehors pour 500 000 ou même 300 000, même pour 6 chiffres. Est-ce que tu vas juste pas combattre? Mais même n'importe qui. Je te dis, 6 chiffres, j'y vais tout nu. Y a des gens pour des petites augmentations et qui vont plus loin. Mais ceci étant... Pour combien tu t'es déjà mis tout nu? Dis-nous tout. Non, ça va. Je me suis mis torse nu pour mon contrat. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Après, rapporté à la vie, c'est une vie particulière, le combat. Et donc, le fan de combat, c'est un fan particulier aussi. Et c'est pas le but de dire que tout le monde a raison dans le jugement de la situation de Saladin Parnasse, mais simplement... moi, j'arrive à comprendre pourquoi Saladin Parnasse le fait, malgré ma frustration en tant que fan, et j'arrive à comprendre le fan français qui est frustré. Mais surtout, les fans, en fait, ils projettent un idéal de carrière que eux veulent et estiment que peut-être Saladin ne veut pas. Mais c'est aussi un idéal qui est légitime, parce qu'on sait quand on accède à l'UFC, c'est la meilleure des ligues. Et en fait, on sait, et ça aussi, ça fait partie quand même du storytelling, c'est-à-dire que on sait que s'il va passer plus de combats à l'UFC, les gagner, arriver au sommet, là, il gagnera peut-être plus d'argent qu'il va en gagner au KSW. C'est-à-dire que certains peuvent aussi lui reprocher de se dire, en fait, t'es frileux, tu crois pas en toi, tu dis que t'es peut-être le meilleur, t'essayes d'aller chercher 3 ceintures dans une ligue que peu de monde regarde et que personne ne connaît vraiment en France. Et pourtant, tu aurais possibilité de gagner encore plus d'argent si tu étais allé à l'UFC. Donc ça s'entend aussi quand les fans lui disent ça. Bien sûr que ça s'entend. C'est réel. Bien sûr que ça s'entend. Tu peux pas contredire un fan qui te dit ça. Enfin, si, on peut toujours débattre, évidemment, tu vois. Il y a une garantie. D'un côté, en Pologne, il y a un chèque qui est garanti, lui. Et de l'autre côté, même si tu crois en toi, ce que tu veux, tu as une forte probabilité que ça se passe pas comme tu veux. C'est ça la réalité, tu vois, pour un combattant. Donc, encore une fois, c'est un choix à faire qui est très difficile à faire. C'est très difficile à faire comme choix parce que, comme tout sportif, je pense que tu as des rêves de très haut niveau. Tu as soit des rêves olympiques, soit des rêves de champion du monde, soit des rêves, tu vois ce que je veux dire. Et la vérité, c'est que ce rêve-là de réalisation de plus grand de ton sport, ça passe par l'UFC. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est ça.
Ceci dit, ce n'est pas encore fini, mais on y reviendra un peu plus tard dans l'épisode, je pense. L'opportunité va toujours exister. Mais on est dans un sport qui est dans la culture de l'instant. Et l'instant, c'est que y a des fans qui ont un rejet de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que quand ils voient Saladin Parnasse réaliser son rêve de faire un combat de boxe, bah, la réalité de la chose, c'est qu'il y a plus de critiques par rapport à ça. Moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire pourquoi tu fais la promotion de ça, on s'en fout, Baba. Toi, tu connais l'anglaise en plus. Alors, déjà, c'est mon métier. Déjà. Et puis, on est diffuseur, hein. Faut pas l'oublier, les gars. Bien sûr. Et puis, encore une fois, c'est quand même cool, je trouve, que le gars, et puis, il ait cette opportunité. Moi, je suis contre les contrats exclusifs. Donc, tu peux pas. Évidemment que moi, je suis content de voir un mec qui peut faire du MMA et de la boxe. Comme j'étais content de voir Francis Ngannou pouvoir faire un combat de MMA et puis faire ses combats en boxe anglaise. Et je le souhaite pour tout le monde, tout simplement. Au niveau de la notoriété, du coup, forcément. Alors, ça aurait été quoi s'il avait signé à l'UFC Saladin Parnasse, on y reviendra aussi tout à l'heure, aussi en comparaison avec Cédric Doumbé, mais il a plus de 500 000 personnes sur Instagram, par exemple. S'il avait signé à l'UFC, est-ce que sa popularité aurait été différente? Tu vois, si concrètement, s'il avait signé à l'UFC, peut-être qu'au bout de 1-2 combats, il aurait pris en début de carte principale un début de top 15, mais donc un combat qui serait passé sur un événement, disons, à Las Vegas à 6h du mat. Ça serait resté un combat de niche, tu vois. Est-ce que sa notoriété aurait été plus grandissante s'il avait signé à l'UFC? Bah, je pense que oui, au fur et à mesure, oui, tu vas gagner des followers. On a vu en à peine 2-3 combats, Benoît Saint-Denis prendre de plus en plus de followers. Saladin Parnasse, aujourd'hui, oui, il a 500 000. Mais aujourd'hui, avec le bagage qu'il a, s'il commence à l'UFC Paris, bah, il est co-main en fait. C'est comme ça. Ou s'il est sur une carte, on le met pas sur une fight night. Ou si tu le mets sur une fight night, bah, c'est comme main event ou main event. Aujourd'hui, bien sûr, s'il commence à l'UFC, il a 22 ans, oui, il aurait dû se taper les combats en pré-prélim. Non, mais là cette question valait s'il avait signé il y a 1 an et demi, au moment où il a dit que finalement il repartait au s'il y a 1 an et demi, il fait co-main ou co-main d'une carte. Je pense qu'il aura eu le traitement de Loseneketa, c'est-à-dire qu'on lui donne un top 10-11 en entrée de combat et que si ça gagne, tu vas assez vite. Mais donc ça nourrit encore plus les frustrations de se dire s'il était rentré il y a 1 an et demi, puisque potentiellement, il re-signe avant l'été 2024, ce qui fait qu'à la rentrée 2024, au mois de septembre, il aurait pu faire l'UFC Paris 3, et que aujourd'hui, 1 an après, il aurait pu refaire 2 combats, et potentiellement, il pourrait être top 10 de sa catégorie, s'il avait eu le même traitement que Losene Keita. Ah oui, donc ça, en fait, cette histoire qui finalement n'a jamais eu lieu, je trouve, renforce les avis de ceux qui sont frustrés. Ouais, bien, mais je pense que c'est ce qui se passe dans la tête de ceux qui sont frustrés, justement, de se faire ce chemin. On le fait tous en tant que fan et en tant que journaliste. Bah, c'est même un reproche que des combattants, c'est surtout des managers qui nous font ce reproche-là, de nous projeter. Nous, on se projette. Par nature, on est comme ça. Par essence, l'humain, tu vas aller regarder comment son chemin va se passer. Donc quand tu as un combattant qui arrive là, tu te dis il va battre lui et comme ça il arrivera à la ceinture, c'est génial, dans mon histoire ça se passe bien. Donc on s'est tous projetés sur la carrière de Parnasse et dans nos projections à tous, bah, il était déjà à l'UFC. Il était déjà à l'UFC, il était déjà dans le classement, il avait déjà battu tel mec ou tel mec et il était dans les conversations intéressantes. Ça ne s'est pas passé. La frustration s'exprime et puis quand derrière il annonce un combat en anglaise, bah, les gars ils sont encore plus frustrés parce qu'ils disent mais qu'est-ce que tu fais, je caricature de ouf, ne m'en voulez pas du côté de la team Parnasse, vous savez très bien que c'est pas comme ça que je vois les choses, mais oui, tu caricatures en disant bah en fait qu'est-ce que tu vas boxer un 60 kilos alors que nous on t'attend à combattre des Charles Oliveira ou des mecs comme ça, quoi, tu vois. Et on voit un Gamrot qui a été double champion au KSW qui vient de faire un main event contre Oliveira et qui est très bien classé dans la catégorie, et on pense que tu étais au moins de ce niveau de ce gars-là, si c'est pas plus fort. Alors voilà, ça naît de cette frustration-là, on le voit tellement fort qu'on se dit mais en fait il existe dans cette catégorie des moins de 70. S'il avait aucune chance, tout le monde s'en fout. Bah oui, mais s'il a de la chance, sauf que les gars, faut aussi dire que là, je connais pas la bourse, mais ce dont je suis sûr, c'est que Gamrot, il a pris moins de 600 000 balles pour combattre contre Oliveira. Surtout qu'il a perdu. Donc c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que le mec, il fait quand même un main d'un gros UFC au Brésil, avec donc une grosse popularité face à un des plus gros Brésiliens de l'histoire, Charles Oliveira, et il prend moins que ça. Donc, c'est encore une fois, là, ça va aller du côté de ceux qui ont dit Salah a bien fait de faire ça, aussi pour les raisons que lui a avancées, c'est-à-dire qu'il voulait mettre sa famille à l'abri. Ce que j'allais dire, si tu restes pour les raisons pour lesquelles il a avancé, et personne, je pense, n'ira qu'elles sont nobles. On peut critiquer, si tu veux, le fait que tu n'as pas ce que tu veux en tant que fan, mais ce sont quand même des raisons nobles de vouloir chercher à mettre ta famille à l'abri. Ceci étant dit, je vais même pousser un peu plus loin ta réflexion, parce que je vais l'étendre pas qu'à Gamrot, mais à tout le top 15. Étendons la réflexion à tout le top 15 des lightweight,
et montre-moi combien de lightweight vont avoir gagné autant d'argent que ce gars-là. Du top 15, je te parle pas des autres. Donne-moi le top 15 des lightweight, qui là-dedans, et j'ai même envie de te le réduire au top 10 si t'as envie. Amusons-nous. Bien sûr, mais Tu vois tu peux. Mais y en a attends, pas, en vrai, Il n'y en a pas beaucoup. Hein. mais là, on a dit Gamrot, mais même Charles, ça reste une fight night. Je sais pas combien il a touché, mais avec pense- la victoire, il a dû dépasser les 600. je pense qu'il est bien. Moi, je pense qu'il a touché son million quand Je même. crois qu'il a pris le million là. Oh, je pense qu'il a Ah pris ouais le million. Je pense qu'il est bien parce qu'en plus on ça, fait. doit, Bon, ça doit être entre les deux. Oui, Je ça pense, va être entre les deux, Mais bon, sûrement. si tu ramènes le mais- spécifique de mais cet tu vois à event, quel- on fait venir vite. Tu vois à Mais- quel niveau il faut monter pour avoir ce genre de somme en fait. Non, mais C'est les ça mecs qui sont plus bas que ça, tu vois, les mecs sont établis dans le top 10 depuis longtemps. Ah ouais. Tu vas faire le cumul. Et au final, s'ils n'ont pas eu le title shot, parce que le title shot, tu vas avoir un demi-million automatique, ou c'est 400 ou 500 000 automatique. Après, derrière, ça redescend très vite. Il y a plein de combattants qui peuvent en témoigner. C'est pas si évident que ça. Donc, mais encore une fois, c'est quand je reste sur le prisme de l'argent. Là, le sportif, je crois qu'on l'a suffisamment évacué depuis tout à l'heure. Mais sur le prisme de l'argent, son choix lui donne raison dans l'immédiateté. Surtout que lui, contrairement à d'autres, il a cette possibilité, vu son âge, d'aller chercher ensuite ces combats-là. Concrètement, est-ce que tu regrettes ce choix de Saladin Parnasse? C'est une question qui est dure. Honnêtement, elle est dure parce que le fan en moi croit totalement au niveau de Saladin. Je suis persuadé qu'il est pour moi, c'est minimum un top 5 à l'UFC. Et il se bat avec le top 5. Maintenant, comme tu le sais, dans l'élite, tu gagnes, tu perds, c'est dur, voilà, c'est comme ça. Mais il se bat avec ces gars-là, c'est sûr, c'est sa place. Donc tu t'as cette regrettes. frustration de fan. C'est trop dur pour moi. L'humain, Baba, c'est trop dur pour moi d'éprouver des regrets par rapport. Je suis content pour lui en fait. Tout simple. Et je sais ce que c'est le combat. Tu parles avec un mec qui a combattu pour des sandwichs. C'est trop dur pour moi de regretter un mec qui a pris 500 000 €. Tu vois ce que je veux dire? Sandwich chez le boulanger ou des donuts un Il peu. faut le voir le sandwich. Hein. Et tous ceux qui m'ont fait boxer, ils sont là. Ils regardent. Le sandwich de garde à vue. Franchement, voilà quoi. Donc non, c'est quand t'es dans le milieu. Parce que moi, je suis pas juste un fan. J'ai toutes les casquettes de ce milieu-là en fait. Et que ce soit le coach, que ce soit l'ancien combattant, ce que tu veux. Ouais, non, c'est difficile pour moi je peux pas éprouver des regrets. J'espère, en tout cas, que derrière, il pourrait y aller. C'est là où j'en suis. Toi, est-ce que tu regrettes que Salah n'y soit pas allé? Moi, j'ai aucun regret sur le fait que Salah n'y soit pas allé parce que je suis là. En fait, au KSW, il a pu évoluer tranquillement, à son rythme, tout doucement, entre guillemets, parce qu'il a assez vite, il a été champion, assez vite à 21 ans chez les moins de 66, mais il a connu la défaite un peu bizarre contre Torres, le gros défi contre Bartoszynski. Ça veut dire qu'en fait, il arrive déjà, là, il a plus de 20 combats. Je suis persuadé qu'il va signer à l'UFC, je suis persuadé qu'il va performer à l'UFC. Il arrive avec le bagage technique, le bagage mental, le bagage moral, et il a tout connu. Ça veut dire qu'il arrive à l'UFC avec l'expérience, que Charles Oliveira n'a pas eu, que Dustin Poirier n'a pas eu, que même Makhachev, Topuria n'avait pas. Est-ce que vous pensez qu'il a atteint un plafond maintenant au KSW? Je le disais, c'est 15 victoires, 2 défaites dans l'orga, dont la dernière dans une catégorie 11 kilos au-dessus de celle qui est la sienne à l'origine, même si maintenant il combat aussi en moins de 70 kilos. Ces 6 dernières victoires, elles sont arrivées avant la limite. Et c'est vrai qu'on sent quand même un Salah très largement au-dessus de ses adversaires. Est-ce qu'il a atteint ce plafond qui est désormais, il peut pas aller plus haut qu'SW, il n'aura pas de meilleure adversité là-bas? Non, qu'on soit bien clair avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de challenge pour. Allez, vas-y, la revanche contre Bartoszynski si tu veux, parce que tu peux faire quelque chose d'inédit, d'être champion dans 3 catégories de poids. En dehors de ça, il n'a pas de challenge au KSW sportif. Il faut être bien clair là-dessus. Je ne suis pas en train de te vendre le fait qu'au KS, il va avoir des adversaires de la même valeur qu'à l'UFC. Ça, non. Ça, c'est en toute franchise, non. Je pense qu'on le sait bien. Il est largement au-dessus de ce qu'il y a comme compétition dans ces 2 catégories où il est champion. Ça lui permet aussi d'être au KSW, de faire des défis assez inédits, c'est-à-dire main event de la Défense Arena, donc la plus grosse salle indoor d'Europe. Il a aussi fait, alors il devait combattre dans un stade de 50 000 personnes en Pologne, finalement, problème avec son adversaire, donc ça s'est pas fait, mais c'est lui qui était aussi prévu sur ce fight. Peut-être que le plafond est atteint, mais en même temps, au niveau des défis, au niveau du contexte, ça lui faut aussi dépasser des plafonds que là, pour le coup, il pourrait peut-être pas avoir à l'UFC. Ah, c'est sûr qu'à l'UFC, il fera pas un stade. L'UFC n'en fait pas, donc il en fera pas. Après, pour le côté
le côté sportif, et je veux pas dénigrer les adversaires qu'a eu Salah, hein, mais il faut regarder combien de coups, pas de coups significatifs, hein, combien de coups Salah a mis sur les 4 derniers, t'enlèves Bartos, mais sur les 4 derniers combats, Wilson Varela n'a pas mis beaucoup. Il prend Mircea, il met un seul high kick. Enfin, c'est terrifiant. Donc, ce qui va lui rester, lui, c'est que ces défis-là que tu viens de dire. C'est faire pourquoi pas un co-main, voire main dans un stade, prendre Bartoszynski en moins de 77. Mais encore, c'est que, en fait, c'est des dates précises et il est même pas sûr de les avoir parce que ça se trouve, ils vont se dire bah non, on préfère mettre Phil de Fries en main event, on préfère mettre Khalidov. Enfin, il y a d'autres personnes qui peut-être ils sont plus connus du marché polonais et ils donnent plus envie en fait pour le marché polonais. Mais du coup, et ça peut le faire reculer, hein, ça peut le faire attendre longtemps dans sa carrière. Du coup, plus je vous écoute et plus j'y pense aussi, mais c'est vrai que en fait, Salah, ce qu'il est en train de faire, ça a été donc assumé puisqu'on l'a dit, mais c'est la carrière du bon père de famille. C'est-à-dire qu'il fait rentrer de l'argent. Et en même temps, il prend pas beaucoup de coups, donc c'est aussi grâce à son talent, peut-être que. Mais potentiellement, il va prendre moins de coups que s'il était face à des top mondiaux à l'UFC. Donc, en fait, quand tu vois le truc comme ça, c'est parfait. Oui, non, c'est clair, c'est marrant cette expression que tu utilises en mon père de famille parce que j'ai une formation de logisticien et c'est écrit en fait dedans que tu dois gérer ton entreprise en bon père de famille. C'est écrit comme ça. Et c'est vrai que oui, sur ce plan-là, ce sont les bons choix. Maintenant, il y a aussi le risque toujours, quand tu es largement au-dessus de ta compétition, de rentrer dans une forme de complaisance, de moins t'entraîner, de moins travailler, parce que tu sais que ça va gagner. C'est pas son cas à lui, c'est pas le mindset du gars. Donc au contraire, il est en train de creuser l'écart au fur et à mesure. Anto et moi, on était en bord de cage à Lyon. Franchement, avec le bruit des coups, avec l'impact que tu as devant toi, la maîtrise physique qu'il va avoir, rapidement en fait, au bout de quelques secondes, tu regardes le combat, tu dis ouais bon, excuse-moi Martine, mais ça va être, enfin je sais plus comment il s'appelait, ça va être beaucoup trop compliqué, tu vois. Donc il est largement au-dessus. J'ajouterais quand même qu'il y a ce partenariat avec le Rising au Japon qui est une possibilité. Maintenant, même si le partenariat existe, aujourd'hui, ça reste une espèce de mirage. Malheureusement, il n'y a rien de concret qui est fait. Parce que là, ce serait super intéressant. Il y a des Roberto Satoshi là-bas et tout. Il y a des mecs qui l'attendent qui sont forts. Mais tu seras d'accord avec moi que s'il fait le Rising, en France, l'impact il sera quasiment nul. Il sera nul parce qu'il n'est pas diffusé. Le Rising. Voilà. Ça, alors, si Salah est là-bas, j'ai bon espoir que notamment RMC Sport se positionne. Parce qu'à mon avis, ce sera le cas. Mais au niveau de l'impact, je pense qu'il sera égal à un combat au KSW. Quoi. Tu vois, même si les mecs sont plus sérieux, mais enfin plus connus, plus forts. Et c'est un peu là où le bas blesse, c'est que même s'il a une grosse exposition, ça là en France, à l'international, l'exposition elle est moindre parce qu'il est au KSW. Il y a des mecs, attention, tous les médias spécialisés kiffent Saladin. Ils te le disent tous depuis des années. Il y a beaucoup de classements, il y a beaucoup de pages MMA qui fait les plus gros prospects en moins de 70 hors UFC. Saladin est dans le top 3. Toujours, tout le temps, toujours. Avec Ousmane et Paul Hughes. Et son combat en anglais a été relayé sur Twitter par les mecs les plus importants de la sphère MMA internationale. Et on peut vous le dire parce que Saladin Parnasse c'était là avec Franck Petitjean. Franck, il était là pour gagner aussi. Il y a pas de. C'est-à-dire qu'il y est allé pour essayer de couper la tête de Saladin Parnasse. Donc ça met aussi en valeur la performance de Saladin Parnasse. Cette expression bon père de famille que j'employais tout à l'heure, je vais la réemployer cette fois-ci, mais en mode grand-père de famille pour Hatch. Hatch, c'est un peu le père spirituel de Saladin Parnasse. Et du coup, il faut se demander l'influence de son entourage sur cette décision, Baba. Salah, je me souviens même de Antoine Simon qui disait, mais sur les premiers 100% fight, Salah, il était là, il distribuait les sandwichs, il était là, il était à la buvette des événements 100% fight organisés par Hatch parce qu'il a toujours baigné dans ce milieu-là. Et c'est là où ça en fait un enfant prodige du MMA, c'est que c'est un mec, il est quasiment né dans une salle Japi ou autre, comme organisait Salah à l'époque, comme organisait Hatch à l'époque avec Salah présent. Quelle influence il a eu d'après toi ce père spirituel pour Salah sur cette décision? Gigantesque. On peut pas mentir. Je suis pas en train de te dire qu'il est sous tutelle, Saladin. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Simplement, ils ont un binôme qui existe et tu sais quand tu rencontres ton coach jeune comme ça, il y a un lien de filiation qui se crée. Tu vois, tu as une relation père-fils qui se crée, qui est différente de celle que tu vas avoir à la maison, mais c'est réel, tu vois. C'est le gars avec qui tu parles le plus dans ta vie, au quotidien. Donc, forcément, il a une très grande influence. Maintenant, il fait aussi en sorte que Parnasse puisse réaliser certains rêves, notamment avec son combat en anglaise. Donc, il a organisé un event juste pour lui, quasiment. Même pas quasiment, d'ailleurs. Il a organisé que pour lui. Donc, non, l'influence de Hatch, tu peux pas la nier. Il est là, nous, on le sait.
il a un pouvoir décisionnaire aussi dans la vie sportive de Saladin parce que c'est son manager. Et le manager, il est là pour ça, pour protéger les intérêts de son combattant. Et c'est là où peut-être certains peuvent remettre en question le fait qu'il protège les intérêts de Saladin, parce que tout le monde le voyait à l'UFC. Et là, on reprend ce que tu disais tout à l'heure, l'argument de dire à l'UFC, il aurait peut-être gagné autant d'argent sur le long terme s'il avait été justement aussi loin. Et ça, c'est une question pour Hatch, justement, tu vois. C'est sur ta stratégie de management, tu as choisi un chemin pour l'autre. Nous, on spécule. Lui, il peut te dire ce qu'il a vu, ce qu'il a eu en visualisation. D'autres doivent aussi se dire qu'il faut changer d'environnement pour vraiment aller briller au top niveau, Anto. Salah, lui, ne l'a pas fait, puisque c'est vraiment, ça fait plus de 15 ans qu'il est avec Hatch. Est-ce qu'il aurait peut-être dû penser à un moment, s'il avait voulu viser l'UFC, la performance à l'UFC, se dire tiens, je vais voir aux États-Unis, tiens, je change d'encadrement. Nassourdine Imavov l'a fait récemment, Benoît Saint-Denis l'a fait récemment, d'autres ne le font pas. Cyril Gane, par exemple, qui va combattre pour une troisième fois pour une ceinture à l'UFC. Est-ce qu'il aurait dû voir ça aussi différemment, ça là? Bah, pas spécialement. On regarde le niveau qu'il a aujourd'hui, alors qu'il n'a pas bougé de salle depuis qu'il a même pas 10 ans. Et en plus, il n'y a pas que Hatch, tous ces entraîneurs. Il y a eu Arnaud Templier, il y a eu Boris Johnstone. Non, vraiment. Et en plus, pour le coup, Saladin Parnasse fait spar avec énormément de monde. C'est lui qui fait ramener des combattants de sa salle. On l'a vu, nous, on a des rushs avec Alexis Nicolas. Ouais. Et debout, ça tient tête. C'est en kickboxing et ça s'envoie fort. Il y a d'autres sparring, et on a de la chance en fait en France d'avoir un bon vivier en fait de combattants. On n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour avoir de bons combattants. Après, bien évidemment, il y a des combattants qui décident de s'expatrier au moment du combat. Mais Saladin Parnasse, il combat en Pologne. Pourquoi changer de fuseau horaire alors que tu vas combattre aux mêmes horaires? Donc peut-être sur certains aspects, peut-être au moment où il y a un peu de repos, pourquoi pas aller aux États-Unis s'entraîner sur certaines phases. Mais Saladin, il se repose jamais. Depuis qu'il a 18 ans, il combat tous les 3-4 mois. Et puis, dans toutes les personnes qu'on a l'occasion d'interviewer, de pouvoir discuter, c'est vrai qu'il y a toujours... Il est plébiscité par tout le monde et tout le monde dit qu'à l'entraînement c'est une machine, en sparring c'est une bête. Et on l'a vu encore sur... il montre ce qu'il veut montrer sur Instagram, mais il a aussi montré qu'il était retourné à l'entraînement tout de suite après son combat en boxe anglaise. C'est aussi une machine du travail et c'est un vrai passionné par tout ça. Il y a un point irréfutable sur lequel on va peut-être terminer pour ensuite discuter de Cédric Doumbé, mais il y a forcément un désamour du grand public qui s'est engagé et qui s'est confirmé suite à ces différents combats récents. Celui en boxe anglaise, je trouve, il a cristallisé pas mal de pas mal de points négatifs. Ce qui nous fait déclencher ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Après, je trouve quand même que ce qui est dit de négatif sur Saladin Parnasse, c'est rarement haineux. C'est plus du regret. En fait, c'est tout le temps ça. Il y a personne ne l'aime pas, Saladin Parnasse. Certains vont dire mais voilà, il va affronter un peintre pour ci, pour ça, comme tu disais tout à l'heure, Baba. Mais c'est jamais contre lui. C'est jamais contre sa personne. C'est jamais contre le combattant qu'il est. En tout cas, je crois pas. En tout cas, non, j'ai jamais vu de commentaires. J'ai jamais vu de commentaires haineux en direction de Saladin Parnasse. Par contre, en direction de Hatch, il y en avait quand même, pas mal. Oui. Ouais. Après, c'est encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, ça naît de cette frustration-là. C'est exactement ça. Mais voilà, c'est. Il faut malheureusement, c'est le combat en fait. C'est le combat. Je dis toujours que tu as plusieurs âges en tant que fan de combat. Tu rentres, tu découvres un univers, puis tout de suite tu t'identifies à un combattant, et là tu t'accroches comme jamais à ce train-là. Quand il perd, t'es en dépression pendant une semaine, tu fais rien de ta vie, tu dis il a perdu mon gars. Et puis ensuite tu te rends compte que c'est pas, il faut être fan du sport et pas des personnages, parce que les personnages passent, le sport il reste, et c'est important derrière. Josaldo il a posé ses gants dans la cage là ce week-end. J'étais aux commentaires, il se trouve, donc c'est cool. Moi, je suis libéré là, en fait. J'espère qu'il revient pas. C'est tout ce que j'espère. Ouais. J'ai demandé si t'avais pleuré. Ouais, je pleurais. J'ai bien masqué. Non, j'ai pas pleuré, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je comprends. J'étais un jeune fan de 20 piges qui était complètement accroché au K1 à l'époque, qui était complètement accroché à l'arrivée de Boakao, que j'ai été m'entraîner jusqu'à dans son camp en Thaïlande parce que j'étais fan du gars, et d'autres combattants de Muay Thai. Donc, je peux pas alors, et tant que ça verse pas dans la haine. Moi, je comprends. Et Saladin aussi, il doit comprendre que il faut vivre. C'est la vie d'artiste. Je suis en train de me dire aussi en t'écoutant que
à un moment, peut-être que Salah, il doit presque, je disais, 6 derniers combats, 6 dernières victoires, avec cette défaite contre Bartos qui est arrivée, mais 6 dernières victoires avant la limite. Peut-être qu'il aurait presque intérêt parfois à, tu vois, il a dû y penser, à se dire, si je termine tous les gars au premier, forcément, ils vont se dire, bah voilà, c'est encore un Polonais, plombier qui combattait pas il y a 2 mois, donc tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc presque qui doit se dire, mais tiens, si j'emmène le mec au 4e, 5e, je montre qu'il y a un peu d'adversité, finalement, bon, je termine à la fin, au milieu du 5e, et puis j'y vais, parce que j'ai la caisse, je peux le faire, etc. Mais au moins, les gens vont arrêter de dire, bah voilà, ils sont nuls, les mecs en face de moi. Il y a un mec qui a fait ça. Hein. Il y a un mec qui fait ça pendant des années, qui s'appelle Floyd Mayweather. Qui emmenait des années, il a fait ça. Et c'est la vérité. Mais il y a toujours des trucs à dire, parce que regarde, Saladin bat Robert Ruchala au 4e round. Il le finit, mais il le bat au 4e round. Ruchala va à l'UFC. Ils se disent, ah vas-y, on va voir le niveau de Ruchala. Il perd contre William Gomis. Et bah, c'est une victoire de William Gomis sur un bon Robert Ruchala. Il y a eu quand même des messages genre, ah ouais les gars, bah, vous voyez Saladin Parnasse, c'est l'adversaire. C'est ça. Ça s'arrête jamais. On ne peut pas juste dire que Gomis il est bien, quoi. Bah non, c'est fou en fait, ça s'arrête jamais. Ouais, ça s'arrêtera jamais. Question très simple pour terminer sur Saladin Parnasse, les gars. Est-ce qu'on verra un jour le prodige du MMA français à l'UFC? Oui. Eh bah oui. Oui, je crois. Parfait. Ouais, c'est pour ça. Derrière les frustrations s'estomperont. Dans le top 5 et pas 5e. On le rappelle, 28 ans en décembre prochain, Saladin Parnasse, ce qui peut nous amener à comparer son âge à beaucoup d'âges de combattants. Enfin, par exemple, Benoît Saint-Denis. Il a fait une carrière où il a le même âge que Saladin Parnasse, mais finalement il est arrivé au bon moment à l'UFC pour avoir ce temps de progression qui peut lui permettre d'arriver au sommet. Donc évidemment tous les espoirs sont permis pour Saladin Parnasse. Allez, on attaque l'autre gros personnage du MMA tricolore dont on voulait parler aujourd'hui, Cédric Doumbé. Il vient d'avoir 33 ans, il est actuellement au PFL, grosse orga américaine évidemment. En MMA, il a gagné 6 combats et en a perdu 1, la fameuse épine dans le pied contre Baki. Avant ça, Doumbé était un kickboxer de génie, carrière folle entre 2011 et 2021 avec des règnes notamment au Glory, la plus grosse organisation à l'époque en kick. Doomsed, ou The Best, car c'est son surnom, est l'un des rares à avoir dépassé le cadre du sport avec une énorme popularité qui semble pouvoir exister même sans avoir à combattre. Et c'est ça qui est fort avec Cédric Doumbé, c'est combat ou pas combat, c'est une star. Bah, on vient de le voir récemment encore. Hein. Je crois qu'il a posté juste une story ou quelque chose comme ça pour dire que ça va revenir. C'est une vidéo du PFL. C'est ça, Interround. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Interround avec le propriétaire, enfin avec l'un des gérants du PFL. Et ça a presque cassé Internet. Mais il annonce même pas un combat. Il dit les gars, soyez là le 13 décembre. Il va y avoir quelque chose. Ça se trouve, il va juste annoncer un combat. Mais le 13 décembre. Et ça a cassé Internet. On est sur peut-être avec Cyril Gane notamment, je pense. On est sur les premiers cas de combattants MMA en tout cas qui transcendent, qui cassent cette barrière. Et qui ne sont plus juste les gars là, d'un sport niche. Non, c'est des mecs qu'on appelle sur Prime Video pour faire LOL, c'est des mecs qu'on appelle sur Netflix pour faire des films, c'est des mecs qui sont interviewés par les gros médias mainstream français, Quotidien, compagnie. Donc voilà ce que ça veut dire. C'est limite le visage publicitaire de DAZN. Hein. Ouais. Quand ils ont annoncé la Ligue 1 avec Cédric Doumbé. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que même pour le foot, Cédric Doumbé. Mais en fait, c'est un mec que très concrètement, nos parents peuvent connaître parce que il est déjà allé aussi sur France Inter, par exemple, pour faire des interviews. Évidemment, il a fait clic plusieurs fois avec Mouloud Achour. Enfin, tout est réuni pour qu'effectivement soit un visage médiatique assez reconnu. Lui, dans sa carrière, du coup, il a fait en orga le Glory, le MMA-GP quand il a commencé en MMA, puis le PFL. Il a une puissance médiatique qui est aussi montée à hauteur que la sportive allait grimper en flèche. Et il y a eu ce coup d'arrêt avec l'épine qui a été un petit peu dur à gérer. D'abord, le KO contre Jordan Zebo, c'est aussi ça qui a fait tout basculer. Parce que pour le coup, sur la préparation de ce combat, en termes d'image et de promotion, il a été exceptionnel. Hein, voilà, tout le trash talk qu'il a fait autour de ça a vraiment eu un impact phénoménal. On peut le dire, Charles, hein, tu préparais cette émission et tu étais mort derrière devant ton écran sur ce qu'il avait fait. La vidéo qu'il avait faite où il avait repris repris Rust de la sueur face à Jordan Zebo en intelligence artificielle. Elle était exceptionnelle. Franchement, la vidéo, c'est un. Et en plus, moi, je lève la tête parce que je vois Charles qui est mort de rire. Mais il était mort de rire en plus. Mais en plus, c'était il y a 2 ans, les gars. C'est-à-dire que c'était. Je me suis aussi souvenu de quand j'ai découvert. Les mecs n'utilisaient pas aussi bien l'IA. Tu vois. C'est vrai. C'était bien géré, c'était bien ficelé. C'était bon. Bref, en mode Cédric Doumbé, c'était assez drôle.
Ce combat-là, il a été game changer un petit peu pour Doumbé aussi. Ouais, complètement. Mais est-ce que c'est le combat ou tout l'environnement? Parce que dès l'annonce du combat, en fait, mais Doumbé, il a mais toi, tu bossais sur l'event en plus, donc t'as vu le truc, quoi. Mais moi, j'ai bossé sur l'event et mais en fait, c'était difficile déjà d'y travailler. Enfin, je travaillais un peu pour le PFL, on appelle ça les nounous des combattants. Et voilà, vous faites ce que vous faites de l'idée de nounous des combattants, mais j'ai travaillé là-bas. Et en fait, la globalité de l'événement, je ne saurais pas comment expliquer, mais j'étais en stress, stress, mais tu sais, adrénaline mélangée à l'incompréhension, mais t'es en stress toute la semaine. C'était fou. Parce que Doumbé, il parle, il vend, il divertit, il y a même un storytelling et tout ce qu'il a fait, je n'avais jamais vu ça. Les vidéos, tellement il avait fait je sais pas comment expliquer, tellement de vidéos, tellement de choses que l'instance du PFL m'ont dit Doumbé et Jordan, ils ne se croisent pas de la semaine, ok? Les gars, vous êtes sérieux là? C'est à tel point que on veut pas qu'ils se croisent. Le seul moment où ils doivent se croiser, c'est dans l'octogone et pas ailleurs. Alors que les gars dormaient dans le même hôtel. Ouais, non, ça fait beaucoup. Et puis surtout, il a créé pour un combattant de MMA, il a créé l'un des moments les plus parfaits qui existait dans ce sport. C'est-à-dire que même si tu retires la Fight Week, tu prends l'enchaînement de rentrer avec un matelas, de faire crier à la foule. Jordan, t'es mort. Avant les instructions de l'arbitre, qui est du jamais vu, Godard qui le regarde, qu'est-ce que c'est que ça? T'as vu le. Attends. Ouais. Attends, je fais un truc. Et puis derrière, tu le mets KO en 9 secondes. Ouais. C'est un des moments les plus parfaits pour un combattant à vivre. C'est un des moments les plus parfaits qui existent, oui, c'est clair. Donc tu deviens une superstar. Et puis, on peut le dire aussi, par exemple, quand il y a les UFC Paris, ça nous sert aussi à nous, à RMC Sport, s'il y a beaucoup de people dans la salle. Donc, nous, en association avec l'UFC, on voit aussi qui peut venir, où ils peuvent être placés, passer en plateau, etc. Là, tu avais juste Kylian Mbappé, tu avais la grosse équipe du PSG. Alors, il arrive aussi que, par exemple, pour les samedis soirs aux UFC Paris, ils sont en match, en déplacement. Donc, quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas être là et ça arrive. En revanche, là, ce soir, ils étaient tous là. Je me souviens qu'ils revenaient d'un déplacement. Ils revenaient. Et c'était au Zénith. C'est pas non plus à Bercy, parce que le Zénith, c'est pas. La salle est un petit peu plus ancienne que Bercy, où c'est plus facile d'organiser les venues, de placer les mecs dans des loges, des trucs. Là, ils étaient premier rang. Et sur cet événement, c'était juste fou à ce titre-là. Ça a été donc le climax un peu de ce qu'a vécu Cédric Doumbé dans sa carrière en MMA. Et puis derrière, il y a eu l'épine contre Baki. Première fissure là, Baba, dans le storytelling super bien orchestré jusqu'à maintenant. Est-ce que ce fight-là, parce que Cédric Doumbé, c'est aussi beaucoup de l'image, est-ce que c'était mieux de le perdre comme ça ou ça aurait été mieux de le perdre à la décision ou par un KO TKO par exemple? Ça aurait été mieux de le perdre dans un truc normal. Tu crois? Tu crois? Oui, pour son image, moi j'en suis pas si sûr. Moi je pense que si, parce que les gens ils lui ont accroché l'image de quitter, le mec qui abandonne. Oui, voilà, c'est ce qui fuit. Tout le débat, il a été concentré là-dessus, tu vois. Je le connais pas personnellement. Maintenant, j'ai suivi toute sa carrière, c'est-à-dire que j'ai toute sa carrière, j'ai vu combattre à Japi en Muay Thai. Tu peux dire beaucoup de choses sur lui, pas que c'est quelqu'un qui abandonne. Donc bon, c'est des circonstances, on va pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, je pense que ça aurait été mieux. Tu perds par décision contre Baki. Il y a beaucoup de combattants qui vont perdre contre Baki. Il y en a encore beaucoup d'autres. S'il prolonge sa carrière pendant 10 ans, je pense qu'il va y en avoir beaucoup d'autres. Tu perds par décision, tu perds par soumission, ce que tu veux. Bah, tu as perdu contre un des plus gros prospects français, ou mondiaux même. Et puis les gens ont dit, écoute, on pensait que tu allais perdre, donc tu as perdu, quoi. Là, ça a jeté quelque chose de plus compliqué sur son image, c'est vrai. Après, son image, justement, il a essayé de jouer aussi là-dessus. Il a fait des vidéos où il interviewait Lépine, il les a, en tout cas, même si c'est pas lui, il les a repostés. Enfin, bon, tout était un peu lunaire aussi derrière. Il a essayé de surfer là-dessus et il a eu raison. Et toi, moi, je me dis que ça aurait été peut-être pire de perdre par KO, par exemple. Avec toi. Tu vois, de le voir allongé sur la bâche au sol. Ah oui, t'as pas compris. Non, mais voilà, même sans ça. Le met KO, c'est plus pareil. Mais il vaut mieux la décision. Dis un TKO Grand Pound où l'arbitre arrête, etc. Je pense que je trouve que ça aurait limite été pire. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais je suis d'accord avec toi parce que oui, peut-être sur le moment, ça aurait été mieux de perdre à la décision. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que le PFL veut?
que Doumbé et Baki, il y en a un qui prennent la ceinture Ouais. et ils font la revanche en 2026, fin 2026, soit au Parc des Princes ou ailleurs. Mais ils ont cette ambition-là de faire la revanche parce qu'il y a eu cette histoire d'épine. S'il avait gagné par décision, il lui met 30-27. Ouais. Mais jamais ils auraient voulu faire. Ah oui, forcément. Jamais Il ils n'y a auraient voulu plus de faire une business revanche. derrière, on est d'accord. Là, il y avait 1-1. Doumbé perd le premier round et il remonte petit à petit. Il y en a plein qui se disent ça y est, il va le coucher. Ouais. C'est bon, c'est le moment. Il n'y arrive pas, il y a cette frustration. Et cette frustration générée déjà par le PFL, par l'équipe de Doumbé, peut-être l'équipe de Baki aussi, en histoire de c'est pas fini. Et tous les fans autour, ça permet de créer une giga bande-annonce pour 2026. Les gars, on fait la revanche et cette fois-ci, personne rentre Pas avec des débile. chaussures. C'est intéressant de déjà penser 2026 parce que la question que j'allais maintenant vous poser, c'est où en est la hype Doumbé. Son dernier fight, il était en mai 2024, il y a 1 an et demi. Ouais. Depuis, je trouve quand même que le soufflet est un tout petit peu retombé parce qu'il y a moins d'actu, même si on l'a vu, il poste une vidéo, ça suffit à péter Ça Internet. rallume. Mais où est-ce que ça en est demain, il y a un nouveau combat prévu. Qu'est-ce que ça donnera au niveau médiatique en France ? C'est retombé. La hype est retombée parce que c'est un sport, encore une fois, où si tu combats pas, on t'oublie. C'est comme ça. Tu peux faire beaucoup de choses, tu peux faire des vidéos, tout ce que tu veux. Par contre, si tu combats pas, on va t'oublier. Et en plus, lui aussi a choisi de moins communiquer. Pour des raisons qui le regardent, moi je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu moins de vidéos, moins de choses qui sont sorties, et du coup, on t'oublie parce qu'entre temps, il y a des nouveaux profils qui émergent, des nouvelles stars qui émergent. En 1 an et demi, il s'est passé beaucoup de choses. T'as un Nassourdine Imavov qui a enchaîné les victoires et qui s'est imposé comme une superstar en France. Donc il s'est passé beaucoup de choses et le terrain médiatique, il était occupé par d'autres. Et puis positivement ou négativement, il y a eu tout le psychodrame BSD entre temps. Donc t'imagines bien que les gens n'avaient pas le temps de regarder les stories de Doumbé parce qu'il fallait un petit peu parler d'autres. Donc c'est retombé. Maintenant, je vais donner un exemple tout bizarre, mais un des employés de ma femme, tout simplement, qui est grave fan de MMA, mais qui est très jeune, tu vois. Mais il passe pas une semaine sans me demander qu'est-ce qui se passe avec Doumbé. Ouais. Il lâche pas l'affaire. Mais Il lâche pas l'affaire, le mec, tu vois. On sera tous d'accord, parce que nous on a le nez dedans un peu toute la journée, mais on sera tous d'accord que c'est là où on se rend compte que Doumbé a dépassé le cadre du sport. C'est que combien de personnes, moi aussi, vont me dire ah, alors Doumbé il en est Tu où vois. Alors que le mec il a pas combattu, ils savent même pas contre qui il a combattu, ils savent même pas quand, ils savent même pas où. Exactement. Mais par contre Doumbé c'est Doumbé, et je pense que toi aussi tu dois le constater Mais en non, taux, c'est mais que oui. c'est incessant et ce sera toujours le cas. Moi, je suis persuadé que c'est le combattant de MMA français le plus connu du grand public. En Oui, France. bien C'est sûr, le seul. en France. Oui, en France. Bien sûr. Lui et En Cyril, France, bien ça se joue évidemment. entre lui et Cyril, et c'est possible que ce soit lui. J'ai déménagé récemment. C'est le seul combattant que mon voisin d'en face connaît. Il dit ah ouais, je connais le MMA, Cédric Doumbé. Je fais, On a oui, pas vie Cédric perso Doumbé. là du coup. Il s'est envoyé la femme de Baba, il a déménagé. Bon. Ah, je me suis dit on reste dans le thème. C'est marrant parce que Non, t'en non, parles mais pas c'est pour clair. d'autres, tu vois. Donc c'est un maître étalon qui est quand Ah même oui, c'est clair. très facile à observer, tu vois. C'est clair. Alors, est-ce que par rapport à tout ça, vous considérez que Cédric Doumbé a gâché son potentiel sportif ? Alors, waouh, c'est une super bonne question. C'est une très très bonne question. Moi, en toute franchise, je considère Cédric en fin de carrière sportive. Donc j'ai pas 33 ans. Pour moi, il n'a pas gâché sa carrière. C'est déjà l'un des plus grands kickboxers qu'on ait eu dans ce pays, si ce n'est pas le plus grand. Il y a Jérôme Le Banner qui a suscité des vocations. Et donc, à ce titre-là, il est très, très, très haut, Jérôme Le Banner. Maintenant, si tu parles de résultats sportifs, Cédric, il a été champion de la plus grosse organisation de kickboxing qui est, en mettant à l'amende tout le monde. Et c'est même plus des mises à l'amende qu'ils mettaient à la main, c'était des effacements. Les mecs, Et puis déjà en trash talk, il les mettait et KO en avant plus, le combat. il fallait le vivre, hein, c'était très fou, drôle. ouais, c'était Ah, fou. Donc, le jogging du Real. Le jogging avec Mortel Grenard, Ouais, ça reste Non, pour non, moi mais un il moment était déjà légendaire du très, combat très français. fort. Ouais. Donc je le vois plus comme ça. Maintenant, avec les qualités athlétiques qu'il a, avec l'equalizer qu'il a dans les deux mains, c'est un mec qui peut combattre jusqu'à 40 ans. Il peut éteindre des mecs jusqu'à 40 ans. Donc s'il décide lui de combattre, il pourra continuer à combattre. Il sera toujours une menace pour tout le monde parce qu'il a une intelligence de combat et il a le punch qui va avec. C'est une combinaison qui fait mal à la tête à préparer pour n'importe qui. Mais pour répondre à ta question, du coup, pour moi, non. Pour moi, non. Anto, est-ce que Doumbé s'est gâché avec justement tout ce qu'il a fait en dehors de la cage ? Le mot gâché est un peu compliqué. Je dirais qu'il y a plein de circonstances qui font que sa carrière aurait pu être bien plus grande. Je crois que c'est Baba qui l'a dit sur Jive Life, mais j'avais ce sentiment là aussi. Quand il commence le MMA, j'étais persuadé que ça deviendrait l'un des plus grands combattants de MMA sportivement. C'est que ce mec-là arrive en MMA avec ce qu'il a à droite et à gauche.
il y en a plein qui résistent pas, il y en a plein qui tombent. Et le fait que la signature à l'UFC, ça devait se faire, mais ça s'est pas fait finalement. Il a peut-être gâché 1 an et demi, 2 ans et demi de son prime avec tous ces pépins physiques qu'il a eu en kickboxing. Et encore, on sait qu'il traîne énormément de blessures aux mains. En même temps, avec ce qu'il doit envoyer, oui, tu dois te blesser. Tu dois te blesser. Donc le seul regret qu'il pourrait avoir, c'est que la machine sportive n'a pas encore atteint ce que la machine médiatique a atteint. Mais ça peut se faire très rapidement. Un Tadjan, qui est le champion du PFL des moins de 77, il a dit « Donnez-moi Baki ou Doumbé, je prends n'importe lequel. Ouais. Il suffit d'un combat. Un combat et on oublie tout. Il est champion du PFL. Ah ouais, Doumbé, c'est quand même un grand combattant de MMA. Après, il faut aussi estimer ce qui est l'impact du PFL en France, qui pour moi n'est pas énormissime. Parce qu'encore une fois, il y aura l'UFC et il n'y aura que ça. Peut-être, tu vois, le PFL pour le grand public, je pense que les gens vont retenir ouais, Doumbé, il a combattu, mais pas ouais, Doumbé, il a pris une ceinture et il est champion du PFL. Non, pour le grand public, soit il y a un antagonisme avec un fighter, un adversaire, Zebo, Baki, mais prendre une ceinture, l'enjeu va pas rendre le combat plus important en France, je pense. Oui, pour ce qui est de ce qu'il fait en France et de ce qu'il produit en France, Cédric, il n'y a pas besoin de ceinture. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de combat pour une ceinture, tout simplement. Ouais, en fait, le combat contre Baki, il est plus grand qu'un combat pour une ceinture de plein d'autres Français. C'est bizarre à dire, hein, mais c'est la vérité, tu vois. Donc, il n'y a pas spécialement besoin. Pour lui, il faut juste le nom en face. Et ça fait un truc de ouf. Là où le tournant aurait pu arriver, c'était en 2022, avant l'UFC Paris 1. Il avait signé à l'UFC, c'était bon. Alors, je crois qu'il y a eu 2 trucs différents. Il y a eu un stop médical de la part de l'UFC pour certains tests qui n'étaient pas dans leurs normes à eux et du coup, ils n'étaient pas OK. Et il y avait aussi un truc avec la fédération française qui faisait que s'il y a 2 mecs dans la même cage qui s'affrontent et qui ont moins de 10 combats professionnels, je crois, il y avait un truc comme ça, mais en gros, c'était pas possible. Donc, ça ne s'est pas fait. Et le tournant, en fait, il était là pour Cédric Doumbé. Et c'est ça la différence aussi avec Saladin Parnasse, c'est que Cédric Doumbé avait envie d'y aller, puisqu'il avait signé ce contrat avec l'UFC. Et ça fait toute la différence. Est-ce que, chez lui, ça représente une frustration de ne jamais, à l'heure actuelle, avoir combattu à l'UFC, vous croyez ? Pour lui, tu parles ? Ouais. Ah, c'est possible. Il faudra lui demander, mais oui, c'est possible. Ouais. Parce qu'il était dégoûté, parce que je crois que c'était notre ancien CM Arnaud Quenon qui avait filmé Cédric qui s'entraînait aussi avec Azael Adjouj au SBG en Irlande et il apprend que son fight est annulé et on le voit sur la vidéo où il essaye d'un peu jouer mais il est dégoûté. Qui ne serait pas dégoûté déjà moi, je nourris beaucoup de regrets de ne pas avoir vu Cédric Doumbé à l'UFC. Évidemment. J'aurais tellement aimé voir ce que ça aurait donné. Les KO, le personnage, il y avait déjà en plus le bif avec Ousmane. Il y avait un bif avec tout le monde. C'est ça. J'avais tweeté à l'époque quand il dit que je ne vais plus combattre au Glory, je vais combattre au MMA, et j'avais prévenu pas mal de nos confrères américains, j'avais dit, si vous pensez que vous avez vu des trash talkers, attendez, il y a un mec qui arrive là, vous allez en avoir pour votre oseille. Là, pour vos headlines et compagnie, normalement, vous allez être bien, parce qu'il va vite foutre la merde en fait, dans la catégorie, vous allez voir, il va énerver tout le monde. Si Easy il a énervé des gens, c'est vrai que c'est le niveau bien supérieur en termes de rentrer dans la tête des gens, donc ça va être cool. Donc il y avait une grosse attente sur ça, et puis surtout sportivement, moi je pensais qu'il avait une grosse carte à jouer. Encore une fois, avec les qualités qu'il a, Cédric, et même aujourd'hui, il y a des mecs qui sont strikers là dans la catégorie. Moi je sais qu'ils tiennent pas avec Cédric. Tu sais que je suis persuadé que Cédric Doumbé aujourd'hui peut être top 15 des moins de 77. Moi je voyais un peu plus grand que ça, mais ok. Non, il y a pas mal de strikers. C'est plus l'image de l'époque où c'est Ousmane, Covington, c'est que des lutteurs. Ouais. C'était très différent à ce moment-là, c'était plus compliqué. Là il y a pas mal de mecs qui disent je combats debout. Et combattre debout avec Cédric, avec des gants de 4, c'est un risque de te réveiller la semaine prochaine. Et attention avec ce genre de passerelle, parce qu'à peu près à la même période, il y a un certain Alex Pereira qui vient aussi à l'UFC. Il vient du Glory, champion du Glory lui aussi. On sait ce qu'il a fait derrière. Donc... Et Easy Adesanya, en fait, c'est très important ce que tu dis, Charles, parce qu'il y a eu des kickboxers qui sont venus. Je vais prendre l'exemple de Gokhan Saki, qui, moi, est de ma génération. Il a même 1 an de plus que moi, Gokhan Saki. Je ne suis pas si vieux que ça. Mais il arrive et on nous dit ouais, mais il est présenté logiquement en tant que champion du Glory et tout, mais c'est un mec qui est en fin de carrière, plus que fin de carrière, qui a dépassé son prime. Il se fait mettre KO par Khalid Roundtree, et donc on nous explique que tu vois, même pour les kickboxers, c'est compliqué d'arriver à l'UFC. Je leur dis, la différence, c'est que c'est pas des mecs, les mecs du kickboxing, ils viennent au MMA quand leur carrière elle est terminée.
bien après leur prime. J'ai dit, quand il y aura un kickboxer dans son prime qui viendra, vous verrez, il prendra une ceinture. C'est arrivé avec Adesanya, qui n'était pas un kickboxer d'élite. Il a perdu contre toute l'élite en kickboxing, quasiment, en dehors peut-être d'un ou deux. Poatan, qui est un double champion du Glory avec ses qualités, on a vu ce qui s'est passé, et d'autres. Donc un Doumbé dans son prime qui arrive à l'UFC, parce qu'il était dans son prime à ce moment-là, je trouve. Bah oui, je pense qu'il aurait eu de très bons résultats. Donc moi, je suis frustré en tant que fan, bien sûr. Il aurait eu à peu près 30 ans hein, en septembre 2022 en arrivant à l'UFC. Donc imaginez-vous ce que ça aurait pu donner. Ça aurait été assez incroyable. D'autant que finalement, et on va conclure sur Cédric Doumbé pour ensuite essayer de regrouper les deux sur 2-3 minutes. Mais juste, en plus, Cédric Doumbé, c'est là où moi aussi ça me frustre et que je pense que ça doit le frustrer aussi, c'est que le choix, il était sportif pour y aller. Parce que lui, il a pu aussi développer peut-être des sponsors à côté pour pouvoir s'assurer des revenus, pour pouvoir s'assurer des participations, comme tu le disais, LOL, des programmes Netflix. Il sait qu'il peut gagner aussi sa vie à côté. Donc là, il voulait y aller parce qu'il est confiant. Ouais. Et il savait qu'il pouvait taper des mecs. Du coup, c'est même pas l'aspect pécunier, l'aspect monnaie, oseille, qui l'a privilégié à partir vers d'autres choix. C'est simplement que ça s'est pas fait avec l'UFC à ce moment-là. Non, parce que contrairement à Salani, qui, si tu veux, est un gars qui est hyper focus sur ce qu'il fait en tant que sportif, en tant que, tu vois, il a le reste où il a tout confié à Hatch, où il dit, voilà, moi j'ai un manager qui va gérer mes intérêts, moi je m'entraîne et je combats. Cédric, c'est différent, c'est un mec qui a toujours vu plus grand, plus large en fait. Il s'est construit son personnage et surtout il s'est construit ses opportunités. Il arrive au Glory, c'est personne, Cédric en fait. Les mecs du Glory s'en foutent un peu de lui, c'est l'ère ultra hollandaise du Glory, donc ils ont des champions, tous les champions sont hollandais, ils s'en foutent un peu. Il a fallu qu'il fasse son trou, on lui donne pas les opportunités, il se les crée tout seul, il va finir par chercher la ceinture chez Nicky Holzken. C'est quelque chose qu'il est capable de faire, il se l'est prouvé en fait. Donc il pouvait renouveler ce qu'il a fait en arrivant à l'UFC en disant ok, peut-être que vous me connaissez pas tant que ça, mais vous inquiétez pas, vous allez me connaître assez rapidement. Et puis derrière, il avait déjà une vision 360, mais par son propre prisme. Il n'a pas besoin d'un. Il s'est entouré de managers derrière. Il y a Abdallah Saki qui a vécu depuis très longtemps. Enfin, tu vois, il y a David Fouché qui gère son image et qui fait ça très très bien d'ailleurs. Mais c'est des additions à sa vision, tu vois ce que je veux dire. Donc lui, pour le coup, il avait déjà cette vision-là, il est capable de la réaliser. Des regrets, je pense qu'on a dit qu'on pouvait en avoir. Est-ce que Cédric Doumbé ira un jour à l'UFC, oui ou non? J'ai plus de mal à y croire aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il ira jamais. Moi, je dirais plutôt non aussi. Ouais, je crois pas. Il a 33 ans, je crois maintenant. Ouais. Quelque chose comme ça. Il n'a pas combattu depuis 1 an et demi, comme tu l'as dit. Je crois que ça va se faire avec Baki. Puis le PFL, il l'aime trop. Il l'aime trop. Ouais, puis le PFL, ils sont un peu que lui. Avec Francis, ça se passe pas hyper bien. Donc ils ont un peu que lui comme vraie star. Donc ouais, je crois qu'on ne le verra pas à l'UFC. Faut-il, pour conclure les gars, avec 2-3 questions, est-ce qu'il faut privilégier la reconnaissance sportive et financière, donc qui a été caractérisée finalement par les deux, principalement pour Salah, puisque ça a été assumé d'aller chercher ce confort-là, ou alors la gloire populaire. Donc en gros, est-ce qu'il vaut mieux être double ou triple champion au KSW avec 600 000 € par combat, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un parcours limpide, linéaire à l'UFC, mais un petit peu plus long, en gagnant au début 20, 30, 40 000 balles par combat? C'est dur parce que la promesse du combat, c'est la deuxième option. La promesse du combat, c'est de dire je vais là où il y a les meilleurs, je bats les meilleurs, donc je deviens riche. C'est ça la promesse du combat. Aujourd'hui, le business autour du combat, il a changé. Comme le dit si bien notre ami Arbi, c'est un sport qui est accolé à un business, et pas l'inverse. Et quand tu regardes les choses sous ce prisme, ben, les opportunités, elles arrivent plus vite sans que tu aies à aller là où il y a tous les meilleurs. Donc à ce titre-là, il faut te dire je vais combattre pour peut-être 10 ans, 15 max si tu as commencé très jeune comme Saladin, et du coup il faut maximiser les revenus. Tout comme tu arrives au NBA et aujourd'hui tu as la possibilité de signer un contrat max, bah, tu verras pas un joueur de NBA qui va dire non, je vais d'abord aller aux Lakers et peut-être que là je le ferai. Non, tu es à Charlotte, on te donne le contrat max, tu le signes avec les 2 mains, avec les 2 pieds. Et en fait c'est ce qui se passe, c'est qu'on a voulu un sport mainstream, on a voulu un sport qui sort des sentiers battus, qui sort de sa cage. Oh, je n'ai pas fait exprès. Oh, elle est bien. Elle est bien. Et au final, il faut accepter tout ce qui va avec. Et à ce titre-là, tu vas avoir des opportunités de maxer avant, et c'est ce qui est arrivé à Saladin. Donc c'est dur de répondre à ta question, Charles. C'est très, 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 très dur. Moi, je serai toujours pro-combattant et je serai toujours heureux pour eux qu'ils arrivent à maximiser leurs opportunités. Anto, pour toi, est-ce qu'il vaut mieux privilégier laquelle des deux voies? Est-ce que
toi, alors il y a ce qu'on aurait fait et il y a l'idéal qu'on peut aussi se trouver. Toi, t'es dans vu mon niveau, j'aurais rien fait. Non, en fait, tu peux aussi comparer ça aux joueurs de foot qui partent très jeunes en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est exactement pareil. Voilà, c'est 2 carrières. C'est que tu commences en fait ta carrière sportive élite plus tard. Il y a combien de jeunes, il y a eu des débats dans l'after-foot, sont partis à 17, 18 ans, ils sont partis en Arabie Saoudite et ils ont très bien dit, bah ouais, je mets ma famille à l'abri, le foot c'est pas le MMA, donc ils gagnent bien plus, et après je reviendrai et là je ferai ma carrière professionnelle. Faut le voir un peu comme ça, hein. Pourquoi s'empêcher de faire ça? Pourquoi s'empêcher de gagner de l'argent tout de suite? Tant que tu peux le faire, tant que tu es jeune. Là, Saladin Parnasse, il a très bien réfléchi. C'est qu'il a pu le faire très jeune. Et comme ça, aujourd'hui, il peut rentrer dans la discussion de je peux toujours avoir la deuxième carrière, sauf que moi, déjà, je suis plus riche, donc mes camps d'entraînement sont peut-être d'une meilleure qualité. J'ai moins besoin de me casser la tête à trouver des moins bons sparring. Et il commence, en fait, c'est comme s'il commençait avec un cheat code à l'UFC. Il a déjà 4 étoiles sur son combattant et il a déjà 4 étoiles au niveau des installations. Il y a aussi 2 questions, il faut qu'on aille assez vite parce qu'on va devoir terminer les gars, mais c'est des questions que tu avais évoquées, Baba. Lequel des deux va laisser le plus grand héritage? On regarde dans 10-15 ans, de qui on se souviendra le plus? Moi je pense que si on prend une photographie aujourd'hui, je pense que c'est plutôt Cédric Doumbé parce que l'impact médiatique qu'il a chez les gens est trop grand. Si on en parle aujourd'hui. Tout pareil, je ne rajoute rien. Toi aussi, ouais. Donc c'est Cédric Doumbé à l'heure actuelle. Et enfin, l'autre question que tu t'évoquais, Baba, c'est est-ce que le destin d'un combattant, il lui appartient à lui-même ou est-ce qu'il appartient aux fans? Est-ce que les fans ont ce pouvoir, ont cette légitimité de dire à un mec, s'ils sont en masse, si on sent que c'est une sorte de mouvement populaire, mec, faut que tu ailles vers ce choix-là, arrête de faire ça. Qui est censé avoir le discours le plus cohérent et le plus important? C'est simple, qui combat? C'est la personne qui est dans la cage. Ça sera la personne qui est dans la cage. Oui, va à l'UFC, machin. Ouais, ok, non. Non, j'ai pas envie, j'ai besoin. Moi, je veux cet argent-là, je l'ai pas à l'UFC. Pourquoi parler d'argent? J'ai envie de combattre là. Pourquoi toi tu me dis que je devrais combattre ailleurs? Pas du tout. Moi, je pense, Baba, que c'est un truc, c'est aussi quelque chose auquel tu peux répondre après, parce qu'en fait, c'est une fois que tu as vu ce que le mec a fait que tu peux dire qu'il avait raison. Voilà. Si le mec, là, Salah, il a raison, c'est bon, il a pris l'oseille, il gagne quand même, il s'abîme pas trop physiquement, il a raison. Par contre, s'il avait perdu contre tous les mecs qu'il a affrontés et que du coup, en 2024, il aurait pas pu re-signer ce contrat aussi mirobolant, il aurait eu tort. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je suis plutôt sur ce registre-là. Enfin, tu peux pas demander. Tu sais, moi, j'ai jamais adhéré au discours du combattant qui dit ouais, je fais ça pour vous, les gars. Non. non, les patates que tu prends en sparring et tout. Non, tu le fais pour toi d'abord. C'est un sport. C'est pour ça qu'on fait un sport individuel. J'ai pas fait de foot parce que j'étais toujours énervé contre l'arrière gauche, donc j'ai préféré faire de la boxe. Au moins, je suis tranquille. C'est vrai, véridique. Là, j'ai son visage devant moi. Mais après, tu peux finir de façon un peu philosophique, mais les promesses engagent que ceux qui y croient, comme d'habitude. Et en plus, dans le sport de combat, carrément, la promesse, tu te la crées toi-même en fait en tant que fan. Tu vois, c'est ça qui est pire. C'est que lui, il te promet rien. Lui, il va faire son chemin. Toi, tu te dis ouais, tu vas nous amener là-bas. On est avec toi ensemble. Tu vas à l'UFC. Mais comment ça, tu vas pas à l'UFC? Comment ça, tu vois c'est comme ça, les mecs. Et après, comme pour reprendre des expressions de jeunes, tu peux être dans le train ou tu peux descendre du train. Ça, c'est moins philosophique. C'est moins philosophique, c'est très 2025. Mais c'est plus cash. Mais après, si tu veux reprendre parce qu'il a fait un concert, si tu kiffes pas, tu regardes pas et puis c'est tout. Ouais. Très bien. Et ce sera le mot de la fin, Baba. Merci beaucoup. On a terminé en philosophie. Et en rap. On a appris que t'es rappeur philosophe, alors qu'on a appris qu'Antoine était babysitter, lui, pour les combattants du PFL. Donc, plein d'informations dans ce AMC Fighter Club. Merci, les gars. En tout cas, c'est passionnant de parler ça avec vous. Et on espère aussi que vous serez fait une idée sur les réponses que vous pourriez avoir à ces questions qu'on a posées aujourd'hui sur les carrières de Saladin Parnasse et de Cédric Doumbé. Merci à vous toutes et tous, évidemment, de nous suivre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Merci à Arthur Robert, à Laurent Duplouy, à Flavien Ziolkowski, à Kylian Verov et Kevin Pogam qui étaient en régie aujourd'hui pour cette émission. Bienvenue aussi à Nathan Rochefort qui passe par MC Sport pendant quelques mois. On se retrouve très très vite évidemment dans le RMC Fighter Club. Ciao. RMC Fighters Club.